de vous retrouver, mesdames, messieurs, devant vos écrans pour suivre Club Universitaire. Club Universitaire reçoit aujourd'hui les étudiants de l'Université de Kinshasa qui vont nous parler sur la formation en ligne. Alors, nous allons suivre ce que pensent les étudiants concernant les inconvénients et les bienfaits de la formation en ligne. Suivez ce que pensent les étudiants et on se retrouve tout juste après. Je m'appelle Eugène Mungilingi, étudiant en sciences de l'environnement à l'Université de Kinshasa. Alors, une formation en ligne est une formation qui se passe à distance à l'aide des outils informatiques, entre autres le smartphone, l'ordinateur et tant d'autres, et qui est généralement caractérisée, comme je l'ai dit tantôt, par son caractère distanciel. C'est-à-dire que l'apprenant ne se trouve pas au même endroit que l'enseignant ou les coachs. Alors, nous devons comprendre que la formation en ligne se différencie de la formation traditionnelle ou des cours traditionnels par le simple fait que, par rapport aux cours traditionnels, les apprenants étaient obligés d'être dans une salle de classe ou dans un auditoire pour apprendre, alors que c'est ce qui n'est pas le cas pour la formation en ligne. Et nous devons aussi comprendre ou noter que la formation en ligne n'est qu'une prouesse ou une évolution de la formation traditionnelle. Alors aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus répandue pendant ces temps de confinement dû à la Covid-19. Et d'ailleurs, de nombreuses universités actuellement exigent ces modes de formation pour pouvoir évaluer leurs élèves ou leurs apprenants. Et autre chose que nous devons noter, c'est que la formation en ligne n'est pas comme telle, disons, une formation en ligne se différencie complètement de la formation traditionnelle, comme je l'ai dit. Surtout qu'en ligne, on n'est pas obligé, certainement, de respecter un horaire. D'ailleurs, ça sera renchéri par notre frère qui parlera des avantages et les inconvénients d'une formation en ligne. Mais bien à part cela aussi, nous devons noter que la formation en ligne a un certain mode d'évaluation, ce qui se différencie comme tel d'une formation traditionnelle. Une formation en ligne consiste en des séries, des conférences, des cours et des vidéos que l'enseignant met à disposition des apprenants qui se trouvent à distance. Alors, ces outils ou tous ces supports peuvent être consultés par l'apprenant à n'importe quel moment où il se sent libre de les consulter. Alors, la formation en ligne consiste en des séries, des conférences, des leçons et des cours que l'enseignant met à disposition des apprenants en ligne. Alors, ces cours et toutes ces formations, ces conférences et toutes ces leçons peuvent être consultés, pas nécessairement en un temps record, mais à un moment où l'apprenant se sent libre de les consulter. Puisque c'est grâce à ces outils qu'il saura acquérir la formation attendue et pouvoir se faire évaluer à la fin de la formation, bien entendu. Merci. Je suis Enid Sogi, étudiante à l'Université de Kinshasa, faculté des sciences, département des sciences de l'environnement. La formation en ligne s'est considérablement développée durant ces dernières années, même beaucoup plus pendant ces temps de confinement de Covid-19. Outre le savoir-faire du formateur, la réussite d'une formation en ligne se repose sur les outils utilisés tels que une machine, ordinateur ou un smartphone, sans laquelle il est pratiquement impossible de suivre une formation en ligne. Mais également une bonne connexion qui est indispensable pour une formation en ligne dans le logiciel visioconférence,
ça fait partie des matériels nécessaires pour une formation en ligne. C'est ce qui permet une bonne communication entre l'étudiant et le formateur. Sans cela, il est impossible de se communiquer. De nombreuses plateformes sont à notre disposition. Le plus connu est le logiciel Skype. En revanche, ces fonctionnalités sont assez limitatives, ne permettant que l'appel vidéo. Il est également important d'investir dans une bonne webcam et un microphone de qualité. Je m'appelle Samuel Maimbi, étudiant à l'Université de Kinshasa. La formation en ligne ou formation à distance, comme on les appelle aussi autrement, c'est une formation qui n'a pas nécessairement besoin de votre présence, comme on dit, formation non présentielle. Donc ici, vous comprenez que l'étudiant ou l'apprenant n'est pas obligé d'être dans un établissement en train d'apprendre. Mais il doit juste accéder à une plateforme créée sur l'Internet pour apprendre. Généralement, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de plateformes qui sont créées en vue d'aider les gens à apprendre. Par exemple, les MOOC, beaucoup d'autres plateformes. Et les gens qui dispensent les cours dans ces plateformes, ce sont généralement les formateurs, comme on les appelle, parce qu'ils donnent des formations. Pourquoi? Parce que ils donnent des formations, à la fin vous pouvez avoir un brevet, un diplôme, mais aussi vous pouvez faire tout un cours, toute une année académique sur le net, en ligne. Vous pouvez faire une année académique. Il y a les gens qui obtiennent leur doctorat, leur diplôme de doctorat en ligne. C'est ça. Et notre pays est un peu reculé sur ça, mais c'est une pratique qui s'est fait déjà dans beaucoup de pays, surtout pendant ces temps de Covid-19. Beaucoup de pays ont vraiment émergé dans ce système d'apprentissage en ligne. Alors, les professeurs, ils les font de manière distancielle non présentielle. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un professeur, on n'a pas besoin de voir quelqu'un en train d'enseigner, bien qu'il y a aussi des vidéoconférences dans la plateforme Zoom et autres, où ça se fait en direct, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Vous pouvez vous connecter à vous. C'est ça même l'avantage. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même voire les professionnels, les gens qui travaillent déjà, s'inscrivent pour apprendre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé d'être là quand le formateur est en train de former ou de donner cours. Mais aussi, vous pouvez travailler à votre rythme. Vous pouvez travailler quand vous vous sentez à l'aise, quand vous avez le temps, quand vous êtes en repos peut-être, quand vous sentez que le moment est favorable pour vous d'apprendre. Vous pouvez vous connecter avec votre réseau Internet, votre smartphone, vous téléchargez le module ou soit vous faites la lecture des vidéos, des trucs qui sont laissés dans la plateforme, envie d'apprendre. C'est ça. D'ailleurs, l'exemple concret de la formation que moi-même je suis en train de faire, donc l'Université Senghor en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, ils mettent des formations comme ça en ligne, surtout pour aussi le domaine de l'environnement, où beaucoup de personnes s'inscrivent à travers le monde pour apprendre. Et là-bas, il y a un MOOC où on laisse les modules. Donc, à chaque niveau, il y a un module qu'on laisse là-bas. Et toi, tu viens, tu télécharges le module, tu lis. À la fin, il y a un questionnaire auquel tu dois répondre. Donc, c'est ça. Donc, c'est la façon dont les formateurs interviennent. Ils interviennent par le biais des plateformes, par le biais des MOOC, par le biais de beaucoup d'autres outils qui sont créés sur l'Internet en vue de permettre les gens à apprendre. Donc, j'encourage aussi beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes et surtout de notre pays. Vous avez un smartphone, vous avez un Android, vous avez un ordinateur, vous avez une connexion. Vous pouvez aussi vous former peut-être dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de formations qui se donnent sur le net, sur ces domaines-là. Vous pouvez vous connecter à apprendre, vous pouvez se renchérir encore ou ajouter encore beaucoup de connaissances dans votre domaine sur le net en faisant peut-être une petite formation de 2 semaines, 3 semaines.
ça va. Donc, c'est au moins ça. Merci beaucoup. Pour participer à des formations en ligne ou des formations à distance, il faut avoir un certain nombre de connaissances sur le net, sur l'Internet plutôt, sur l'informatique générale, parce que tout est informatisé. Il faut savoir comment utiliser l'Internet, savoir comment utiliser votre smartphone, savoir comment utiliser votre ordinateur. C'est ça, il faut avoir un peu des bases sur l'utilisation des outils Internet. C'est ça qui vous permettra de pouvoir accéder ou de pouvoir avoir des connaissances, de pouvoir participer à des formations en ligne. Vous ne pouvez pas participer à une formation en ligne avec votre téléphone qu'on appelle ordinairement 12 boutons. Non. Il faut avoir un Android, un smartphone. Il faut avoir un ordinateur au possible. Mais aussi, vous pouvez aller dans les cybercafés, vous vous connectez avec leurs ordinateurs parce que là-bas, généralement, il y a la connexion. Vous vous connectez là-bas. Généralement, d'ailleurs, tout est clair. Tout est clair quand on met une formation en ligne. On sait toujours qu'il y a les gens qui n'ont pas le niveau de pouvoir bien s'inscrire peut-être. Et on met vraiment les détails nécessaires pour permettre à ces gens-là de pouvoir bien s'inscrire. Le plus important, c'est seulement savoir lire. Peut-être il y a des complications sur les mots de passe. Peut-être on demande les mots de passe à 8 caractères, tout ça. Il faut juste avoir des connaissances. Tout est d'ailleurs bien écrit. Tout est d'ailleurs bien écrit. Pour vous connecter, pour avoir des connaissances, il faut seulement lire. Le problème, c'est que nous, les Congolais, parfois, on n'aime pas lire, on aime des choses un peu faciles. Mais si vous lisez attentivement, il y a tous les notices nécessaires pour vous aider à avoir une base, pour vous aider à avoir une connaissance, afin de pouvoir bien vous connecter, afin de pouvoir vous aider à bien apprendre sur la formation en ligne, dans un domaine que vous préférez apprendre. Donc, le plus important, c'est que dès que vous avez déjà un smartphone, dès que vous avez un ordinateur portable, vous avez déjà les atouts nécessaires en fait. Un téléphone Android, un ordinateur, ce sont déjà les atouts nécessaires qui peuvent vous aider à accéder à une formation en ligne avec votre connexion Internet 4G ou 5G, voire même 3G. Vous pouvez accéder à une formation en ligne et vous allez apprendre dans un domaine quelconque. C'est ça le plus important. Le mal, c'est que si vous restez croiser les bras, si vous croisez les bras en disant je ne connais pas comment manipuler, je ne connais pas, si je passe sur cette plateforme-là, il y aura des complications. Non, il faut d'abord essayer, il faut d'abord risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Donc, on peut s'auto-former avec son téléphone. Actuellement, on n'a pas seulement besoin d'aller à l'université pour apprendre, aller dans un établissement, non. Mais avec son téléphone, avec son ordi, on peut rester à la maison chez soi, avec la connexion, vous mettez 1 giga peut-être, vous mettez 100 mégas. Vous apprenez vous-même, vous pouvez vous évaluer vous-même. Donc, il suffit seulement d'être sérieux et tout va couler de soi. C'est ça le plus important. Et c'est pourquoi j'ai dit précédemment que j'encourage les jeunes, surtout pendant ces temps de confinement. Vous passez des mois entiers en étant que sur WhatsApp, Facebook. Donc, vous pouvez vous connecter à beaucoup de plateformes pour apprendre. Même sur WhatsApp, il y a des formations qui se donnent. Même sur Facebook, il y a aussi des formations qui se donnent. Donc, vous pouvez vous connecter pour apprendre, pour ajouter beaucoup de connaissances dans votre domaine. Encore des connaissances dans tout ce que vous avez comme rêve. Actuellement, tout est sur le net. Tout est en ligne. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un physiquement pour qu'il vous dise non, A plus B égale à ça. Non. Mais vous-même, vous pouvez aussi le faire. Vous en avez les moyens. Je suis Béni Kessé, étudiant à l'Université de Kinshasa. Les avantages et les désavantages d'une formation en ligne.
notons qu'il y a plus d'avantages que de désavantages dans des formations en ligne. Premier avantage, c'est que la formation en ligne vous permet d'être flexible, c'est-à-dire de programmer votre horaire par rapport à la formation. Dans des formations présentielles, c'est nous qui devons nous adapter par rapport à l'horaire établi d'un institut, de l'université, de l'école. Mais ici, c'est la formation qui s'adapte par rapport à nous. Comment? En programmant, parce qu'il y a des formations, dès que la période prévue commence, vous pouvez choisir les jours où vous vous sentez libre pour suivre cette formation. Vous pouvez programmer, peut-être si vous êtes libre après vos préoccupations, vous pouvez programmer votre temps où vous pouvez suivre votre formation, où vous pouvez commencer votre cours en ligne. Et le deuxième avantage est que vous pouvez suivre plusieurs formations en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez vous former dans un domaine autre, vous pouvez vous former dans un domaine comme les jeunes aiment beaucoup plus des domaines scientifiques. Vous pouvez vous former dans ces cadres-là. Vous pouvez aussi vous former aussi dans des marketing des réseaux. Donc actuellement, pour être ignorant, ça dépend que de vous, parce qu'il y a plusieurs formations qui sont à la disposition de tout le monde. Alors, les formations en ligne aussi vous permettent aussi de faire des économies. Vous savez, dans des formations présentielles qui nécessitent des transports, de tout consort, actuellement, avec des formations en ligne, ça vous permet de faire des économies. C'est-à-dire, vous avez votre argent, vous pouvez acheter une connexion. Et actuellement aussi, il y a des connexions qui sont valables pour plusieurs jours. Et par rapport à ces jours, vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous vous sentez libre pour suivre cette formation. Et puis aussi, par rapport aux formations présentielles, actuellement, les formations en ligne sont beaucoup plus encouragées compte tenu de notre période de la Covid. Cette période de la Covid ici nécessite actuellement des formations qui ne sont pas présentielles parce que l'état d'urgence ne permet pas à ce que les gens se rencontrent plusieurs personnes se rencontrent dans un seul endroit compte tenu de cette pandémie. Or, dans les formations en ligne, chacun est chez soi. Il peut suivre au moment voulu cette formation. Et puis, elle vous offre encore beaucoup d'avantages à certaines contraintes, c'est-à-dire dans certaines contraintes, comme le transport, comme je venais d'évoquer, des empêchements, la pluie. Donc, dans les formations en ligne, on n'a pas ces contraintes. On n'a pas généralement ces contraintes comme oh non, il a plu, il n'y a pas moyen que je me rende dans cet endroit ou bien dans mon institut à cause de ça. Et puis aussi, ça vous permet aussi, toujours dans les formations en ligne, ça vous permet d'avoir des connaissances sur tout. Donc, dépendamment de votre volonté, de votre capacité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez actuellement. Alors, compte tenu maintenant des inconvénients, comme on l'a évoqué sur haut, on avait dit que les inconvénients, la formation en ligne ont beaucoup plus d'avantages que des inconvénients. Les inconvénients des formations en ligne actuellement, c'est que vous êtes censé d'être enfermé pour bien suivre, assimiler le cours. Vous êtes censé d'être enfermé quelque part devant votre machine et passer au moins peut-être plusieurs temps devant votre machine, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur votre santé. Vous êtes aussi censé de faire beaucoup d'efforts parce que c'est souvent programmé dans des heures que nous sommes libres. On sous-entend l'heure que nous sommes libres, que d'autres heures ne sont pas libres. Vous pouvez vous pouvez évacuer à vos préoccupations. Après, vous serez toujours censé de revenir à suivre cette formation. Et puis aussi, ça demande aussi l'autodiscipline. Sinon, ça vous rend faible. Parce que là aussi, ça vous rend faible si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas prêt à suivre ça. Et il y a des autres aussi qui abandonnent. Ils abandonnent pourquoi? Parce que comme ça dépend que de lui, ils disent que je vais faire, et jusqu'à ce qu'il y a aussi des temps qui sont réduits. Et puis aussi, deuxième inconvénient par rapport à ça, vous n'avez plus d'amis, vous avez d'amis virtuels. En fait, dans des cours présentiels, quand vous vous rendez dans l'institut,
vous allez vous rencontrer avec des amis, ce qui vous permet aussi d'échanger, des interactions, ça crée des amitiés. Mais dans des formations en ligne, vous êtes beaucoup plus solitaire. C'est-à-dire vous vous formez vous-même et vous êtes seul, vous n'avez plus d'amis en ligne. Mais aussi, dans notre cas aussi, vous pouvez aussi vous rencontrer dans certaines contraintes comme la coupure d'électricité. Il y a une coupure. Il y a les coupures, ça peut aussi vous faire. Peut-être le téléphone ou bien votre smartphone ou bien la machine peut avoir un problème. Ça ne va pas vous permettre en ce jour-là d'être devant ou bien d'être au rendez-vous prévu par rapport à cela. D'où les formations en ligne actuellement sont beaucoup plus encouragées, comme venaient de dire mes prédécesseurs ici, sont beaucoup plus encouragées que les formations présentielles. Parce que actuellement, le monde évolue, c'est évolutif. Dans les formations en ligne, on est beaucoup plus... on n'est pas limité, en fait. On n'est pas contrarié par l'espace. Mais dans les formations présentielles, nous sommes contrariés dans les temps et l'espace. On ne pouvait pas être en même temps ici et être aussi, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais dans des formations en ligne, on peut suivre une formation qui pouvait être présentée aux États-Unis, que nous sommes ici. Nous les suivons et nous sommes évalués au même titre que tout le monde, qui soit, je ne sais pas moi, ou au autre bout du monde. Nous serons tous évalués et nous serons aussi à la fin sanctionnés d'un diplôme qui certifiera notre intervention ou bien notre cursus pour nous donner l'accès à suivre cela. Oui, je suis Patrick Mingambo Manga, étudiant à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences, en 3e graduat, sciences de l'environnement. En fait, comment se fait une évaluation en ligne? Une évaluation en ligne, c'est une forme d'évaluation qui se fait à l'aide d'un système d'évaluation formative et adaptative. Ce système fonctionne sous des plateformes. Ces plateformes sont entre autres, dont le plus connu est Moodle. Le Moodle, qui est une plateforme qui facilite tout ce qu'il y a comme apprentissage ou tout ce qu'il y a comme évaluation en ligne. En fait, ce genre de systèmes sont entre autres, celui que moi je connais le mieux est le Web Campus, que j'ai vécu à l'Université de Kinshasa. C'était vraiment un système très rentable, c'est très facile aussi à utiliser. Et dans la plupart des pays, ce genre de système est utilisé pour en fait accommoder leur style d'apprentissage. Et c'est bien plus efficace en fait. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que dans une évaluation en ligne, il y a toujours eu élaboration d'un certain nombre de critères. Parce qu'on ne peut pas évaluer un individu en comparaison avec un groupe de gens en fait. Donc c'est impossible. Donc cela prouve qu'un étudiant est censé participer aussi dans l'élaboration des critères. Parce qu'il faut évaluer un étudiant selon ses critères d'appréciation pour enfin lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et il faut que ces critères puissent cohérer en fait avec ces objectifs qu'il est en train de poursuivre pour enfin satisfaire pour arriver à satisfaire une bonne note en fait. Alors, une question se pose. Dans la plupart des cas dans notre pays, les gens n'ont pas la base en fait pour participer à une évaluation en ligne. Contrairement à notre système d'évaluation ou d'apprentissage actuel ou notre système traditionnel, l'évaluation en ligne, c'est en fait une évaluation qui se fait ou qui est aussi annexée à une plateforme de messagerie en fait.
ou quelque chose comme le Skype, comme les amis viennent de le dire, parce qu'il faudrait qu'il y ait un entretien, un échange entre le formateur et ses apprenants. Ils doivent être en collaboration, en fait. Ils doivent causer à tout moment. Parce que l'étudiant peut être soumis à un souci quelconque, à quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre. Il doit nécessairement recourir à son formateur pour trouver de l'éclaircissement. Alors, comment répondre à une question en ligne? Des questions se posent de différentes façons lors d'une évaluation en ligne. Il y a une diversité de formes de questions. Entre autres, les questions peuvent se poser sous forme d'un énoncé, sous forme d'un texte plutôt. Les questions peuvent se poser aussi sous forme d'une image, d'un graphique. Il y a des questions qui se posent également sous forme de vidéo, d'un fichier sonore, tout ça. Et il y a également des questions qui se posent. Une question, avant de répondre à la deuxième question, il faudrait se référer à la réponse donnée à la première question. Donc ce sont ces genres de questions qu'on a toujours eu à poser. Et une autre chose, lors d'une évaluation en ligne, les questions ont toujours été conçues pour enfin donner une rétroaction. Donc à la fin de votre texte, il y a une rétroaction qui va s'afficher à la question dont vous avez répondu. Donc, une correction de votre question. Cette rétroaction peut être simple ou approfondie. Ou soit, au lieu de mettre oui, vous avez mis peut-être non, on vous montre la bonne réponse. Une rétroaction approfondie, c'est-à-dire, on peut vous sortir une explication ou une référence quelconque en rapport avec la question dont vous avez traité. Alors, lors d'une évaluation en ligne, comment nous devons répondre aux questions qu'on nous pose? Les questions se représentent aussi de différentes manières en fait. Il y a des questions qui sont en choix multiple, il y a des questions en binaire, il y a des questions uniques. Pour des questions où on peut répondre uniquement, qui nécessitent une réponse unique. En ce qui concerne les réponses en choix multiple, c'est-à-dire on vous donne un groupe d'assertions, vous choisissez une ou deux bonnes réponses ou deux fausses réponses. Là, ça dépend. Je crois que tout le monde le sait. En ce qui concerne la question des réponses binaires, là, nous voyons le oui ou non, correct ou incorrect. Donc là, c'est plus simple. En ce qui concerne la réponse unique, les questions qui nécessitent la réponse unique, là, nous le savons, on vous pose une question, vous donnez la réponse et c'est tout. Les questions se posent aussi de différentes façons et ils nécessitent aussi des réponses de différentes façons. Entre autres, une question qui nécessite une réponse, soit des réponses à classer. On vous donne un groupe des assertions en ordre décroissant. Il faudrait maintenant les classer en ordre croissant. Ça, c'est une forme de répondre, une façon aussi de répondre aux questions dans une évaluation en ligne. Il y a des réponses à associer, il y a des réponses à croiser les mots. On vous présente une image, par exemple, de localiser quelque chose sur cette image. Ce sont des formes de réponses que nous devons donner lors d'une évaluation en ligne. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. Il y a des gens qui disent non, l'évaluation en ligne, c'est pas bon, c'est pas efficace. On a conçu pour enfin faciliter les étudiants à pouvoir les offrir des points gratuitement. Non. Je vous rassure aujourd'hui que cette évaluation, ça évalue chaque étudiant selon son niveau et il y a des principes de sécurité, il y a aussi des règles qu'un formateur pourra enfin accomplir pour garantir la sécurité à cette formation. Nous allons le voir aujourd'hui. La première des choses, le formateur doit nécessairement sélectionner d'une manière aléatoire quelques questions ou un groupe de questions dans sa banque ou dans son stock de questions pour enfin évaluer les étudiants. La deuxième des choses, le même formateur doit permettre ou pas la seconde tentative ou la nouvelle essai. Quand je dis ça, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens, il a déjà travaillé son épreuve jusqu'à la fin et il veut maintenant améliorer parce qu'il n'a pas eu une bonne note. Donc, les formateurs doivent nécessairement permettre cela, la seconde chance ou pas. Ça, c'est à lui d'en décider. Une autre chose,
il doit nécessairement inverser l'ordre de ces questions ou de ces assertions. C'est-à-dire, vous avez travaillé votre première fois, la première chance, vous avez passé. Lorsque vous voulez améliorer, la question dont vous avez travaillé pour la première fois, vous ne la trouverez plus à la première position. Cette question va changer de position, voire même deuxième, troisième, ça dépend. Soit les assertions dont vous avez répondu à la première question, ces assertions-là, ça va se bouleverser en quelque sorte. Si c'était en ordre croissant, ça devient en ordre décroissant pour enfin permettre la sécurité. Parce qu'il y a des gens qui veulent copier de temps à autre. Ah, mon ami avait répondu comme ça. Moi aussi, je vais noter seulement la première question A, la deuxième question B. Donc, quand vous verrez ça se bouleverse, vous avez du mal et vous risquerez d'échouer très facilement. Donc, ce sont des petits jets d'attrape en quelque sorte. Une autre chose, le formateur doit nécessairement déterminer une cote ou les cotes compte tenu des nombres de tentatives, des nombres de C. Parce que celui qui a essayé une seule fois, qui a joué une seule fois son texte, il ne peut pas obtenir la même cote avec celui qui a fait deux fois. Par exemple, la première fois, vous avez travaillé votre texte, vous avez eu 5 sur 10. Et moi, j'ai travaillé une seule fois, d'un coup, j'ai eu 10 sur 10. Et lorsque vous recommencez, vous tentez la deuxième chance, vous avez 10, vous répondez à toutes les questions, vous ne pouvez pas avoir 10 avec moi. Donc, l'enseignant doit vraiment déterminer le nombre de notes selon les nombres de tentatives. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi autre chose qu'un enseignant pourra faire, ou un formateur, pour garantir aussi la sécurité. Il doit déterminer aussi la durée qu'on peut y mettre à répondre à une seule question. Donc, c'est bien plus bénéfique lorsqu'il détermine la durée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre, par exemple, 30 minutes en résolvant une seule question. Donc, c'est un peu possible. Donc, il doit déterminer la durée et aussi, il doit nécessairement déterminer le temps dont le texte sera disponible. Ils peuvent dire, non, le texte peut être disponible de telle heure à telle heure, ou il ne peut pas déterminer, soit il peut dire que non, le texte est disponible à tout moment. Ça, c'est à lui d'en décider. Alors, la dernière des choses, l'enseignant ou le formateur doit nécessairement, à la fin de cette évaluation, sortir tout ce qu'il y a comme note de chaque étudiant après avoir travaillé son texte, ou il peut le sortir immédiatement ou après un certain moment. Là, ça dépend de lui. Après un certain délai. Là, ça dépend de l'enseignant d'en décider. Et il doit aussi nécessairement sortir tout ce qu'il y a comme rétroaction de toutes les questions traitées lors de cette évaluation, en fait. Donc, c'est ce qui garantit nécessairement la sécurité à cette évaluation. Et je réponds à tous ceux qui croient que la formation en ligne ou l'évaluation en ligne, c'est une forme d'évaluation qu'on a conçue pour faciliter les étudiants et ce n'est pas sécurisé, tout ça. Je vous garantis que c'est sécurisé et ça permet à évaluer les étudiants selon leur niveau. Et aussi, une chose de plus, cette formation peut-être aussi, les questions posées là-bas, ça se pose aussi dans diverses façons. Donc, ce n'est pas limité comme notre système actuel, notre système traditionnel, en fait. Donc, c'est bien plus développé. Et ça motive, en fait, les étudiants à pouvoir faire quelque chose de mieux. Je suis David, étudiant à l'Université de Kinshasa, de la faculté des sciences, département de l'environnement. Y a-t-il des conditions favorables pour suivre une formation en ligne à Kinshasa, à la République démocratique du Congo? Là, je dirais non. Par rapport à quoi? À l'accessibilité. Parce que si on parlait de la formation en ligne en RDC, il ne faut plus regarder seulement la capitale, mais nous allons regarder aussi les provinces. Dans les provinces les plus éloignées, là, il n'y a pas de l'accessibilité. Donc, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de quoi.
Et or, ce sont des conditions qui nous permettront de suivre une formation en ligne. Je donne l'exemple typique de mon territoire. Là, il n'y en a pas, même du courant, il n'y a pas même de l'antenne pour téléphoner même quelqu'un. La raison pour laquelle je dirais que non, les conditions ne sont pas favorables pour suivre la formation en ligne. Mais si vous dites, par exemple, ici à la capitale, oui, il y a des conditions pour suivre une formation en ligne. Les conditions sont un peu favorables. Je donne l'exemple, pendant cette période de la pandémie, nous regardons dans les télévisions, les étudiants et les élèves de 6e sont en train de suivre les cours à la télévision et ainsi de suite. Non seulement ça, et même ici à la capitale aussi, je peux donner l'exemple des communes reculées et les conditions sont aussi défavorables. Dans les communes, dans les quartiers périphériques, je donne l'exemple, par exemple à Maluku, dans des quartiers un peu périphériques, il n'y a pas vraiment du courant. C'est tout à fait difficile de suivre une formation en ligne. En RDC, les conditions ne sont pas bonnes pour suivre une formation en ligne. J'ai donné les exemples dans les provinces. Pour suivre une formation en ligne, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de l'accessibilité, il n'y a pas de téléphone, et à savoir que tout le monde n'a pas aussi des moyens pour avoir un Android pour suivre une formation en ligne. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a reçu pour vous les étudiants de l'UNIKIN qui ont parlé sur la formation en ligne. Nous avons tous compris les bienfaits et les méfaits de cette formation. Alors, si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Et un grand merci à Job Bassaï pour la réalisation, à Rodrigue Bonda pour le montage. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.